Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Niwot Soir. Merci de nous rejoindre sur Niwot d'Info. Un plaisir de vous retrouver également. Monsieur Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Toujours part d'apaisement de la situation au Soudan, entamée depuis ce week-end. Les opérations d'évacuation se poursuivent. Les pays membres de l'Union européenne, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne font évacuer leurs ressortissants pris au piège par les combats, notamment à Khartoum, la capitale soudanaise. Ceux qui peuvent partir, partez, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une course contre la montre est engagée au Soudan. La situation peut à tout moment s'aggraver. Oui, c'est le sauve qui peut, comme on dit pour les étrangers. Malheureusement, c'est le sauve qui peut parce que tous les étrangers ne sont pas en mesure de quitter Khartoum dans les conditions actuelles. Et quand c'est le secrétaire général des Nations Unies qui dit ceux qui peuvent partir, partez, mais c'est comme si on n'est plus dans la logique de cette médiation pour avoir un cessez-le-feu, pour trouver une solution par la négociation. C'est comme si les gens sont de plus en plus convaincus que les affrontements vont continuer. On ne va pas vers une médiation, mais on va plutôt vers une guerre qui Une va guerre. durer. Mais en ce moment, effectivement, c'est le sauve qui peut. Tous les étrangers qui peuvent quitter le pays vont le faire. Mais dans un pays en guerre, quand vous n'avez pas les moyens vous permettant de vous déplacer, l'essence, par exemple, coûte excessivement cher actuellement là-bas. Alors que pour se déplacer minimum, il faut un véhicule pour pouvoir quitter Khartoum, aller vers une zone où il n'y a pas la Il guerre n'y ou a pas bien la même guerre. quitter le Soudan. Vous imaginez un peu la situation dans laquelle se trouvent les étrangers de façon générale, mais certains étrangers se trouvent dans une situation encore beaucoup plus compliquée parce qu'on ne sent pas leur pays se lever pour essayer de leur faire sortir de ce bourbier. Les opérations d'évacuation de ressortissants étrangers se poursuivent à côté également des déplacés. Est-ce que les pays voisins sont en mesure d'accueillir les déplacés? Oui, pour ce qui se fait jusqu'à présent, c'est plutôt les Européens, les Américains, l'Arabie Saoudite, etc., qui sont en train d'évacuer leur population. Il n'y a pas de problème d'accueil. De façon générale, il y a deux directions qui sont prises principalement. C'est Djibouti, où la France a une base militaire, et la France est en train de jouer un rôle important dans cette évacuation, parce que la base est là, les militaires sont sur place, les avions sont sur place. Donc beaucoup de pays utilisent d'une façon ou d'une autre la base française pour évacuer leurs ressortissants. Il n'y a pas de problème d'accueil puisque les gens viennent là-bas, ils sont pratiquement en escale pour pouvoir retourner en Europe dans un certain nombre de pays. Vous avez la porte également par le port Soudan qui permet d'aller par la mer avec les navires qui est aussi utilisé. Ici, c'est surtout les Saoudiens qui l'utilisent et bon, qui n'amènent pas seulement des Saoudiens, mais des Jordaniens, même des Burkinabés ont été amenés également dans ce cadre-là. Bon, le truc le plus facile, c'est Djibouti, c'est à 600 km de Khartoum. Par avion, ce n'est absolument rien du tout. Ben, il y a l'Égypte, mais qui est pratiquement à 1000 km, un peu plus compliqué. Il y a le Tchad également à partir du Darfour, puisque le Darfour est à la frontière avec le Tchad. Donc les gens sont en train de vouloir quitter Khartoum par tous les moyens possibles et c'est extrêmement compliqué parce que des convois ont commencé, ils ont dû retourner à leur base à cause des affrontements. On a tiré sur un convoi. Actuellement, la France reconnaît qu'un de ses ressortissants a été blessé. Pendant un temps, d'un point de vue officiel, rien n'avait été dit. C'est les FSR, les forces de soutien rapide, qui avaient dit effectivement qu'ils ont accompagné les Français. On a tiré sur eux. Un Français est blessé. L'information est vérifiée maintenant. Jusqu'à présent, aucune image n'est disponible, mais pensez-vous qu'il y a aussi des routes de l'Odyssée qui sont tracées? Est-ce qu'il y a des ressortissants peut-être soudanais qui qui prennent la fuite à pied pour rejoindre les terres les plus proches où il n'y a pas la guerre? Ils sont les plus nombreux. On considère qu'actuellement, il y a au moins 20 000 Soudanais qui ont quitté Khartoum. Ils sont les plus nombreux à partir. Mais si vous les regardez partir, les gens partent avec des baluchons, les gens marchent, les gens cherchent tout ce qu'ils peuvent trouver comme moyen pour partir. Et quand on a interrogé un parmi eux, ce qu'il disait était très clair. Tu restes, on bombarde la maison qui te tombe dessus, tu meurs. Mais tu restes, même si on ne bombarde pas la maison, tu ne peux pas sortir, aller chercher à manger, tu meurs. Tu es malade, tu ne peux pas te faire soigner, mais autant passer par les balles, qu'on en reçoive ou qu'on n'en reçoive pas, au moins on a essayé de se sortir d'affaire. Et actuellement, les Soudanais ont été d'ailleurs les premiers à essayer de quitter Khartoum avant que les étrangers commencent à s'organiser pour eux aussi quitter cet espace où aujourd'hui c'est plutôt les bombardements,
les tirs de roquettes que la négociation. Alors, si les opérations d'évacuation sont effectives, cela veut dire qu'il y a une sorte d'accalmie sur le terrain. Il n'y a pas d'accalmie, les bombardements continuent, le convoi Et dans quelles allemand... conditions alors se passent ces opérations d'évacuation? Le convoi allemand s'était apprêté pour partir, les 3 avions sont partis, ils ont dû faire demi-tour dans un premier temps avant de pouvoir, dans un second temps, prendre des ressortissants. Je parlais tout à l'heure de ce Français qui a été blessé, il a été blessé pendant qu'on les acheminait, ce qui veut dire que les tirs continuent. Mais ce qui se fait de façon générale, ce n'est pas parce qu'il y a guerre que les gens ne se parlent pas. Quand un pays qui en a les moyens veut faire en sorte que ses ressortissants sortent de ce bourbier, mais il va parler aux hommes du général Burhan, il va parler aux hommes du général Hemeti pour leur dire, mais nous avons notre ambassade à tel endroit, voilà les coordonnées géographiques, voilà le chemin que nous comptons prendre, nous comptons démarrer à telle heure. Pour garantir la sécurité. Ah oui. Et souvent, les gens font attention parce que si dans cette guerre, tu as un adversaire sur place et tu fais d'un autre étranger qui n'est pas concerné nécessairement par la guerre un adversaire en tirant sur ces populations, mais vous avez des pays qui ont la force de frappe qu'il faut pour vous rendre l'appareil. Et souvent, en fonction de la capacité de nuisance du pays, quand ils évacuent ces populations, mais les deux camps font attention pour ne pas avoir des problèmes. Les avions sont affrétés par différents pays, notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis, pour organiser le rapatriement de leurs ressortissants. Qu'en est-il des Africains vivant au Soudan? Comment est-ce qu'ils sont gérés dans cette situation? Malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Il y en a quelques-uns, je parlais de l'Arabie Saoudite qui a évacué quelques Burkinabés. Il y en a quelques-uns qui ont été évacués parce que, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Et à chaque fois, il a été dénoncé le fait que la France vient évacuer ses ressortissants. À part ses ressortissants, généralement, la France prend des ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants africains... Toutes nationalités confondues. Oui, donc. Union européenne. Mais généralement, on laisse en rade les Africains. De sorte que maintenant, de plus en plus, quand il y a évacuation, on fait tout pour en prendre 2 ou 3. Il est question de dire que, on a également évacué des Africains, mais dans la réalité, les Africains ne sont pas évacués aujourd'hui. Il n'y a pas une politique claire. Il y a l'Université internationale de Khartoum qui est là avec plus de 300 étudiants étrangers qui sont en train de parler avec leur ambassade, leur consul, mais pour le moment, il n'y a rien de concret en termes d'évacuation. Le Nigeria a pratiquement 5000 ressortissants au niveau du Soudan. Ils disent qu'ils vont s'organiser pour pouvoir les évacuer en passant par certainement l'Égypte. Mais pour le moment, il n'y a pas quelque chose de concret. Le Sénégal en a parce qu'il y a plusieurs universités au Soudan. Il y a plusieurs étudiants qui sont au Soudan, qui aujourd'hui sont dans le désarroi. C'est vrai que parfois, en fonction des pays, le nombre n'est pas suffisamment grand, mais c'est quand même des étrangers qui se trouvent dans un pays en guerre et qui se trouvent un peu dans une situation où ils ne savent plus où donner de la tête. Il serait bon que l'Union africaine, puisque c'était la façon la plus simple, qu'à partir de l'Union africaine, qu'on s'organise également pour évacuer ces étudiants étrangers africains qui sont actuellement à Khartoum ou bien dans la partie ouest du Darfour, puisque c'est les 2 zones où il y a le plus de problèmes actuellement. Si l'Union africaine, peut-être qui pourrait s'en occuper, ou les États de façon individuelle? Actuellement, ce qui se fait, c'est de façon individuelle. L'Égypte, par exemple, fait partie de l'Afrique. L'Égypte a fait évacuer ses populations, mais c'était assez facile puisque l'Égypte est à la frontière. Et en plus, l'Égypte est un soutien au général Burhan, qui est l'homme fort actuellement de fait au niveau du Soudan. Juste un coup de téléphone, on vous donne un couloir pour pouvoir partir. La Libye est en train de faire la même chose. Haftar est un allié de Hemeti, etc. Donc quand les gens le font, il y a le fait qu'on a de la relation avec l'un ou avec l'autre qui peut jouer. Mais il y a le fait également qu'on informe, qu'on sache que nous sommes en train d'évacuer nos populations. Quand vous regardez le convoi des Nations Unies, les Nations Unies ont évacué beaucoup de gens. Mais vous voyez une longue file de voitures blanches, UNICEF, OMS, tout ce qui est organisme direct des Nations Unies ou bien tout ce qui est organisme spécialisé des Nations Unies, santé, éducation, etc. Mais c'est de longs convois qu'ils ont fait pour évacuer leurs gens plus leurs familles. Et bien sûr, ça se fait avec des indications permettant aux 2 belligérants de savoir que les Nations Unies sont en train d'évacuer leur personnel.
Les deux généraux avaient pris le pouvoir lors du coup d'État de 2021 en mettant un coup d'arrêt au processus vers une transition démocratique qui a suivi la chute du dirigeant Omar El-Béchir en 2019. Mais comment expliquer le fait qu'ils sont incapables de s'accorder sur l'intégration des FSR aux troupes régulières, puisque c'est la principale paume de discorde entre les deux rivaux? Le problème, c'est qu'il y a une nouvelle donne que les militaires n'avaient pas prévue. Puisque, rappelons que l'accord, c'était de gérer la transition militaire et civile. Et ça même, il a fallu que les civils manifestent et que le général Bourhan, tout comme Hemeti, tue plusieurs civils. Parce que c'est ça la vérité également. Avant qu'on en arrive à cette guerre entre eux deux. Ensemble, ils ont tué les populations civiles qui manifestaient en réprimant ces manifestations où on appelait tout le temps à ce qu'1 million de Soudanais sortent au niveau de Khartoum. On voyait toute cette foule qui sortait et bien sûr des personnes qui perdaient la vie. Mais en ce moment, le plan était un plan à deux. Ils étaient ensemble pour gérer la transition. Ils étaient ensemble également pour finalement faire sortir les civils de la transition, ce qu'ils ont fait. Mais les civils ne se sont pas laissés faire. Ils ont continué à manifester avec le soutien maintenant des organismes internationaux, de l'opinion internationale. Finalement, les civils ont pris le dessus en disant que le reste de la transition va se faire sans les militaires. Mais ça devenait un problème maintenant parce que dans la réforme proposée par les civils, il y a une réforme au niveau de l'armée du Soudan, qui est un des problèmes avec la guerre au Darfour, la guerre au Nil Bleu, etc. Mais dans cette réforme, l'armée devient quelque chose de très organisé, contrairement à ce qui existe sur place. Et dans cette organisation, il fallait que les forces de soutien rapide deviennent non plus des paramilitaires, mais des militaires en bonne et due forme. Mais comment les intégrer dans l'armée régulière, ça a été un problème. Mais le plus gros problème, c'est que quand on va mettre ensemble toutes ces forces, qui est devant? Et c'est ça qui fait que les deux généraux actuellement s'affrontent. Et c'est pourquoi certains disent que c'est une guerre d'existence pour chacun des généraux. Si l'un peut éliminer l'autre, il le fera, puisque les deux ne peuvent pas être en même temps premier responsable de l'armée du Soudan. Chacun de son côté dispute la souveraineté du Soudan. Bien sûr, chacun de son côté veut dire que c'est lui l'homme fort du Soudan aujourd'hui. Mais dans cette situation de guerre, on ne peut pas savoir qui est l'homme fort, puisque même quelle est la position des forces, c'est vrai que la position est changeante, on ne sait pas trop. On nous dit qu'il y a toujours des combats autour du palais présidentiel. On a vu une vidéo où Hemeti se montre tout souriant pas loin du palais présidentiel. Est-ce à dire qu'ils ont pris le palais présidentiel? Ils ne l'ont pas pris. On ne sait pas encore. Et comme la bataille continue, on ne sait pas encore aujourd'hui qui maîtrise quoi dans cette guerre entre les deux généraux. Mais Mamadou Diouf, c'est une situation qui nous rappelle le cas libyen. Mais tout à fait, on va de plus en plus vers le cas libyen, avec une différence quand même. Dans le camp libyen, dans le cas plutôt libyen, les camps avaient également une réalité géographique. Tripoli d'un côté, Benghazi de l'autre. Ici, ce n'est pas le cas parce que les forces de soutien rapide sont également à Khartoum. C'est pourquoi il y a des combats à Khartoum. Tout le monde sait que leur point de départ, pour ne pas dire leur base, c'est la partie ouest du Darfour. Là-bas également, il y a des combats, c'est-à-dire que l'armée se trouve également sur cet espace. Donc ici, les gens sont sur le même territoire, contrairement à la situation libyenne où chacun avait sa Libye, si on peut l'appeler ainsi, et chacun essayait de pousser l'autre pour pouvoir occuper l'intégralité de la Libye. Le Soudan va-t-il facilement sortir de cette situation, cette crise qui s'installe quand on regarde le passé compliqué du pays, la sécession, la révolution, les coups d'État et une transition plus que jamais compliquée? Est-ce que le pays va s'en sortir? Mais ce qui est dommage, c'est que des intellectuels soudanais, des professeurs d'université, des architectes, des ingénieurs, se sont réunis faire un travail formidable qu'ils ont produit sous la forme d'un document qui fait le constat de toutes les difficultés du Soudan, qui propose le chemin à suivre pour sortir le Soudan de cette difficulté. Et c'est eux qui ont mené la fronde qui a plutôt abouti à la chute de l'ancien président Omar El-Béchir. Mais aujourd'hui, vous regardez là où on se trouve. Des gens qui ont manifesté tout le temps de façon pacifique, qui ont voulu changer le Soudan de façon pacifique, on se retrouve aujourd'hui dans un Soudan où on n'est pas loin d'une guerre qui peut être d'abord une guerre civile, mais qui peut même déborder, être une guerre communautaire, parce que quand on parle des forces de soutien rapide, une bonne partie d'entre eux font partie de ce qu'on appelle les janjaouides. Mais ces gens-là, aujourd'hui,
doivent certainement s'interroger sur l'avenir du Soudan. Espérons qu'ils sont toujours dans la réflexion pour pouvoir proposer une alternative, parce qu'à mon avis, ces deux généraux, il faut tout simplement les dégager du Soudan, parce qu'ils étaient là depuis fort longtemps. On n'a pas vu ce qu'ils ont fait d'extraordinaire pour le Soudan. On a vu ce que chacun a fait pour lui-même en s'enrichissant, en monopolisant des pans entiers de l'économie du Soudan. C'est des gens qu'il faut passer de côté, voire même juger pour avoir tué une bonne partie des manifestants. D'ailleurs, même Hemeti est demandé par la Cour pénale internationale. Donc, pour moi, il faut mettre ces gens-là out et retourner à ce projet-là. Mais malheureusement, ils vont y retourner et ils vont devoir revoir les choses parce que le Soudan dont ils parlaient en disant voilà le Soudan d'où nous partons, voilà le Soudan où nous voulons aller, mais le Soudan d'où ils partaient aujourd'hui est devenu pire que le Soudan qu'ils avaient envisagé au départ. Mamadou Diouf, dans vos analyses, vous soutenez des sanctions contre les deux généraux au Soudan. Oui, mais nous sommes fatigués en Afrique par des gens qui, pour des intérêts strictement personnels, sont prêts à mettre tout un pays à feu et à sang. Le général Hamdan Hemeti, mais il est là depuis fort longtemps. Le général Burhan, il est là depuis fort longtemps. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour le Soudan? Où ils étaient quand le Soudan était là plongé dans des difficultés à ne pas finir. Même quand cette réforme était proposée par les populations, ils ont d'abord soutenu le président Omar el-Béchir. C'est au dernier moment, quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas résister à cette foule, qu'ils ont mis le président el-Béchir de côté. Et après, eux-mêmes, ils ont tiré sur cette foule qui leur disait non, nous ne vous avons pas demandé de venir prendre le pouvoir, nous vous avons demandé de démettre le président pour qu'on puisse mettre en branle un processus de transition qui permette de refonder le Soudan. Mais dans tout cela, mais il y a de quoi demander plutôt à ces gens de quitter les lieux et de laisser d'autres Soudanais faire en sorte qu'il y ait un nouveau Soudan qui va naître sans qu'on ne revoie dans la rue des gens dont on connaît leur atrocité, leur barbarie, que ce soit dans cette période de révolution et de transition ou quand même dans des périodes antérieures où il y avait des guerres à l'intérieur du Soudan. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi déclarait mardi dernier que ce qui se passe actuellement au Soudan est un problème interne. Quelle analyse faites-vous de ces déclarations? Oui, c'est un problème interne mais qui peut facilement déborder. Hemeti, tout le monde connaît sa relation avec Wagner. Tout le monde connaît les mines d'or qu'il exploite avec Wagner. Le général Burhan, tout le monde connaît sa relation avec l'Égypte, surtout avec le président al-Sisi qui parle. C'est son allié, mais on connaît également la relation entre Hemeti et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, etc. Tout le monde sait que les États-Unis sont plus proches du général Burhan que de Hemeti. Hemeti étant à côté de Wagner, il ne sera pas loin de Poutine. Mais quand vous mettez tout ça dans la géopolitique, mais vous avez un espace dans lequel d'autres forces. Vous estimez que c'est une fuite de responsabilité, peut-être? Pas nécessairement une fuite de responsabilité, mais on crée les conditions pour que d'autres forces viennent créer au Soudan un combat qui n'est ni un combat des Soudanais, ni un combat qui va faire avancer le Soudan. C'est ce qui s'est fait en Libye. Si on avait laissé les Libyens seuls avec leurs problèmes, je ne suis pas sûr que le problème libyen allait arriver là où il est arrivé aujourd'hui. Mais il faut qu'on trouve, comme on le dit, des solutions africaines à une partie de nos problèmes. Et ces solutions africaines doivent passer par le fait que les belligérants acceptent de s'asseoir pour qu'une solution soit trouvée, au lieu que de l'extérieur, des gens qui ont des intérêts qui sont contraires aux intérêts du Soudan tirent les ficelles pour pouvoir espérer trouver leur compte dans cette situation. Justement, parlons de solutions. Que peut-on attendre de la communauté internationale pour résoudre le conflit actuel au Soudan? Malheureusement, on dirait que la communauté internationale est en train de baisser les bras. Quand on voit comment le secrétaire général des Nations Unies dit aux étrangers partez, il dit que c'est le chaos et que ça peut devenir encore pire. Mais quand vous regardez comment les pays qui en ont les moyens sont en train d'évacuer leur population, mais ça veut dire que les gens sont en train de se dire attendez, ces gens-là, malgré l'intervention de l'Union africaine, de l'ONU, de l'Égypte qui est à côté d'un certain autre nombre de pays, n'ont pas accepté de se mettre autour d'une table, ça veut dire qu'on risque d'aller vers une guerre qui sera une guerre totale. Mais en ce moment, il va falloir que l'un puisse vaincre l'autre, ou bien on attendra encore longtemps, quand tous les deux seront épuisés, quand tous les deux se rendront compte que l'un ne peut pas vaincre l'autre, pour parler de négociations. Mais le Soudan aura payé quel prix en termes de morts, de blessés, de destruction, de populations déplacées en ce moment. Mais c'est ça qu'il faut arrêter.
Parce qu'aucune guerre ne finit seulement par les armes aujourd'hui. Nécessairement, on va s'asseoir autour d'une table, mais qu'ils le fassent une bonne fois pour toutes et qu'ils épargnent au moins les Soudanais de ce qu'ils représentent actuellement. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour le plateau de l'invité.